Le 14 octobre 1066, un champ boueux, jonché de cadavres, des cris, des lames et une bannière normande plantée au cœur de l'Angleterre. À son pied, un roi anglais gît, l'œil transpercé par une flèche. Et sur une colline, dressé sur son cheval, un homme hurle sa victoire. Son nom, Guillaume, le bâtard, le conquérant. Mais comment un simple duc de Normandie est-il parvenu à écraser les seigneurs saxons, renverser une dynastie et imposer sa loi sur un peuple étranger, hostile et orgueilleux? Pour comprendre cette invasion légendaire, il faut revenir bien avant cette bataille sanglante, à une promesse trahie. Guillaume naît vers 1028, à Falaise, en Normandie. Il n'est pas un fils légitime. Son père, Robert le Magnifique, duc de Normandie, conçoit l'enfant avec une simple femme du peuple, Herlève, fille d'un tanneur. Dès son premier souffle, Guillaume porte une tache. Il est le bâtard, un mot qui le poursuivra toute sa vie, comme une insulte et une provocation. À la mort de Robert, le petit Guillaume, à peine âgé de 8 ans, hérite du duché. Mais ce n'est pas un cadeau. La Normandie s'embrase, les barons complotent, les gardiens de l'enfant tombent assassinés les uns après les autres. On tente de l'enlever, on tente de le tuer. Mais il survit, il apprend, il endurcit son regard. Et lorsqu'il atteint l'âge d'homme, Guillaume n'est plus un bâtard fragile. Il est devenu un stratège, un chef de guerre redouté, un politicien rusé, prêt à tout pour défendre ses droits, même les plus controversés. Car voici le nœud du drame. En 1051, alors qu'il n'est encore que duc, Guillaume affirme que le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, son cousin, lui a promis la couronne d'Angleterre. Une promesse chuchotée sans témoin, mais que Guillaume jure solennelle. Et quand Édouard meurt en janvier 1066, sans enfant, le trône devient une proie. Mais à Londres, un autre homme se saisit du pouvoir. Harold Godwinson, puissant seigneur saxon, beau-frère du défunt roi, est couronné en hâte. Guillaume voit rouge. Pour lui, c'est une trahison, une offense, une insulte faite à son honneur. Et pour cela, il prépare la guerre. Il n'a pas d'armée permanente, ni la bénédiction immédiate du pape, ni les navires nécessaires pour traverser la Manche. Mais il a quelque chose de plus fort, la conviction absolue que cette couronne lui revient de droit. Et il la veut, à tout prix. Alors il écrit, il persuade, il promet terres et richesses. Les barons normands répondent à l'appel. Le clergé se range derrière lui. Même Rome finit par lui accorder son appui. Et à l'été 1066, un spectacle inouï se déroule sur les côtes de Normandie. Des centaines de navires construits à la hâte, des milliers de soldats prêts à embarquer, des chevaux, des vivres, des armes. Et à la tête de cette flotte, un homme déterminé à renverser un royaume. Mais la mer n'est pas son allié. Des vents contraires clouent la flotte au port pendant des semaines. Certains doutent, l'élan faiblit. Et puis soudain, une tempête se lève, mais dans le bon sens. Guillaume prend cela comme un signe divin. Le 28 septembre, il met enfin les voiles. Direction, les falaises du sud de l'Angleterre. Objectif, Hastings. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'à des centaines de kilomètres au nord, le roi Harold vient à peine de remporter une autre bataille sanglante contre les Vikings. Ses troupes sont épuisées, son armée est divisée. Mais le destin ne lui laisse pas le choix. Le 14 octobre 1066, sur la colline de Senlac, les deux hommes vont s'affronter. Ce jour-là, l'histoire bascule. L'Angleterre saxonne s'effondre, et le nom de Guillaume entre dans la légende. Mais ce triomphe n'est que le début d'un règne chaotique, violent, hanté par la rébellion, la paranoïa, et une fin grotesque, presque irréelle. Car celui qui conquiert l'Angleterre ne mourra pas sur le champ de bataille, mais seul, sur un lit d'agonie, le corps infecté, gonflé, prêt à éclater. Mais ça, c'est une autre histoire. Le matin du 14 octobre 1066, un brouillard épais recouvre les collines de Senlac. Sur les hauteurs, les troupes anglaises dressent leurs murs de boucliers. Une ligne impénétrable, soudée par des décennies de tradition saxonne, une armée fatiguée mais résolue. À leur tête, Harold Godwinson, encore auréolé de sa victoire contre les envahisseurs norvégiens à Stamford Bridge, tente de galvaniser ses hommes. Mais il sait que l'ennemi qui arrive n'est pas un viking barbare, c'est Guillaume, un stratège, et il a tout à perdre, ou tout à gagner. Au pied de la colline, les Normands s'organisent. Guillaume porte sa fameuse armure brillante, ornée d'un lion d'or. À ses côtés, ses fidèles lieutenants, Eustache de Boulogne, Odon de Bayeux, Robert de Mortain. L'armée normande est une mosaïque, cavaliers bretons, archers flamands, fantassins normands. Le duc sait que ses hommes ne sont pas plus nombreux, mais ils sont mieux entraînés, et ils ont un avantage, ils croient en leur droit divin à conquérir cette terre.
Les premières heures de la bataille sont un enfer. Les Normands lancent vague après vague contre le mur de boucliers saxons. Les flèches rebondissent sur les boucliers de bois. Les épées se brisent contre les haches danoises. Le sol devient boueux de sang. À un moment, une rumeur se répand. Guillaume est mort. Les troupes paniquent. Mais il réapparaît, visage découvert, criant à plein poumon « Je suis vivant, regardez-moi ». Cette scène renverse la peur et rallume le feu. Alors il tente une ruse. Il ordonne à ses cavaliers de simuler une fuite. Les Anglais, croyant à une débandade, rompent leur formation pour poursuivre. Mais c'est un piège. Les Normands se retournent, encerclent et massacrent. Plusieurs fois, cette manœuvre est répétée. Le mur de bouclier se fissure, et dans le chaos, une flèche traverse le ciel et va se loger dans l'œil d'Harold. Le roi s'effondre. C'est la fin. Le soir tombe sur un champ dévasté. Les corbeaux descendant du ciel. Les survivants anglais fuient. Guillaume plante sa bannière personnelle sur la colline. Il ne le sait pas encore, mais à cet instant précis, l'histoire de l'Angleterre bascule à jamais. Mais tout n'est pas encore joué. Londres refuse de se soumettre. Les nobles saxons veulent couronner un autre roi, Edgar Ætheling, un adolescent au sang royal. La guerre civile menace. Guillaume ne peut se permettre une guerre longue. Il agit vite. Il avance vers Londres, brûle les campagnes, détruit les villages. La terreur s'installe. Finalement, les seigneurs cèdent. Le jour de Noël 1066, à l'abbaye de Westminster, Guillaume est couronné roi d'Angleterre. Le service religieux est perturbé. Lorsqu'on crie en latin « Vive le roi », les soldats normands croient à une émeute, forcent les portes, brandissent leurs épées. Le chaos s'invite même à la cérémonie. Guillaume est roi, mais pas encore maître, car l'Angleterre se rebelle. Partout, des foyers de résistance surgissent. Dans le nord, à York, dans le pays de Galles, au sud-ouest. Les Saxons ne veulent pas d'un roi étranger, qu'ils appellent avec mépris le bâtard. Et pour les mateurs, Guillaume choisit la voie la plus brutale, la terreur systématique. Entre 1069 et 1070, il ordonne la dévastation du Nord, Harrying of the North. Des villages entiers sont brûlés, les récoltes détruites, le bétail abattu, les puits empoisonnés, les habitants massacrés ou laissés à mourir de faim. Des chroniqueurs contemporains parlent de cadavres éparpillés sur des kilomètres, de terres fertiles devenues déserts. On estime que près de 100 000 personnes périrent dans cette opération punitive. Pourquoi tant de cruauté? Parce que Guillaume n'est pas seulement en guerre contre des rebelles. Il est en guerre contre la mémoire d'un royaume. Il veut effacer les racines saxonnes, briser l'identité de ce peuple, imposer la Normandie dans chaque pierre, chaque loi, chaque nom. Et il réussit. Il remplace les barons anglais par des seigneurs normands. Il impose le français comme langue de cour. Il fait construire des châteaux en pierre, comme la Tour de Londres, pour asseoir son autorité. Il lance un recensement inédit, le Domesday Book, une sorte de radiographie économique de tout le royaume, pour mieux contrôler et taxer. Mais derrière cette efficacité froide se cache une angoisse. Guillaume est constamment sur ses gardes. Il ne parle pas anglais. Il ne fait pas confiance aux Saxons. Il se méfie même de certains Normands. Son règne, pourtant triomphal, est tenté par le spectre de la révolte. Et pendant ce temps, en Normandie, d'autres tempêtes se préparent, car on ne peut être roi en deux terres sans en perdre une. Être roi d'Angleterre, c'était déjà un exploit. Mais Guillaume n'avait jamais renoncé à son duché de Normandie, son berceau, son orgueil, son identité. Pourtant, diriger deux terres séparées par une mer instable n'était pas une couronne double, mais une croix pesante. Très vite, les fissures s'ouvrent, pas depuis les ennemis, mais depuis sa propre famille. Car si l'Angleterre est pacifiée par l'épée, la Normandie s'enflamme par le sang des siens. Son fils aîné, Robert, surnommé Courteheuse, se sent écarté du pouvoir. Fier, impulsif, assoiffé de reconnaissance, il réclame des terres, des titres, son droit de naissance. Mais Guillaume, prudent, refuse de lui céder quoi que ce soit tant qu'il est vivant. Robert explose. En 1177, lors d'un incident anodin à la cour, une dispute éclate entre les frères. L'humiliation est trop grande. Robert quitte le château et prend les armes contre son propre père. Oui, le fils de Guillaume s'allie à ses ennemis, ravage les terres normandes et combat les troupes paternelles. Lors d'un affrontement près du château de Gerberoy, en 1169, Robert renverse Guillaume, le met à terre et l'épargne au dernier instant. Le roi est humilié. Ce n'est qu'après l'intervention de la reine Mathilde, son épouse fidèle et médiatrice inlassable, que la paix est rétablie. Mais cette paix est illusoire, car dans le cœur du vieux roi, quelque chose s'est brisé.
L'amertume s'installe, le doute aussi. Il n'est plus l'invincible conquérant de Hastings. Il est un homme vieillissant, méfiant, en guerre avec ses enfants et hanté par la peur de laisser un empire divisé entre des héritiers querelleurs. À la mort de Mathilde en 1083, Guillaume perd bien plus qu'une épouse. Il perd sa boussole. Elle était son équilibre, la seule capable de tempérer sa brutalité, d'adoucir ses décisions. Sans elle, il s'endurcit davantage. Il se méfie de tout le monde. Il devient plus cruel, plus seul aussi. Mais le monde continue de brûler. En 1086, un vieux conflit avec le roi de France, Philippe III, ressurgit. Les deux souverains se méprisent depuis des années. Philippe, plus jeune, se moque du poids que Guillaume a pris. Il est si gras qu'il va bientôt accoucher d'un empire, aurait-il raillé. Guillaume, outré, jure vengeance. Il rassemble une armée et traverse la Seine, direction le Vexin, pour piller les terres françaises. Mais lors d'une chevauchée dans la ville de Mantes, son cheval trébuche sur les décombres d'une maison incendiée. Le roi tombe violemment. Il se blesse à l'aine ou à l'abdomen. Les chroniques divergent, mais la blessure s'infecte. C'est le début de la fin. Transporté à Rouen, il est alité. La douleur est insupportable. Son ventre enfle, son souffle devient rauque. Les médecins sont impuissants. Les jours passent. Le roi s'éteint lentement, rongé par la fièvre et la pourriture interne. Il dicte ses dernières volontés. Il lègue l'Angleterre à son fils cadet, Guillaume le Roux, la Normandie à Robert, et des terres secondaires à son fils cadet, Henri. Le 9 septembre 1087, Guillaume le Conquérant meurt, seul dans sa chambre, sans grande pompe. Mais la mort n'est pas la fin de ses humiliations, car ce qui suit frôle la farce. Tragique. À peine mort, ses serviteurs fuient, craignant les pillages. Le corps reste seul, abandonné. Le roi qui avait conquis une île est réduit à un cadavre sans garde. Finalement, un chevalier local paye les frais pour transporter la dépouille jusqu'à Caen, dans l'abbaye qu'il avait fondée. Mais là, un nouveau scandale. Un homme interrompt la cérémonie funéraire et revendique le terrain comme étant celui de son père, volé par Guillaume. On le dédommage à la hâte pour poursuivre l'enterrement, et ce n'est pas tout. Alors qu'on tente de déposer le corps du roi dans le sarcophage de pierre, il est trop grand. Le cercueil est trop étroit, les prêtres poussent, forcent, et soudain, dans une odeur insoutenable, le ventre du roi éclate. Un jet de fluide et de putréfaction se répand dans l'église. Les fidèles fuient en hurlant. Les moines s'évanouissent. Le roi meurt une seconde fois, dans le dégoût et le chaos. Ainsi se termine la vie de Guillaume, le plus grand conquérant de son siècle, mais aussi l'un des morts les plus grotesques de l'histoire. Et pourtant, son empreinte allait hanter l'Angleterre pendant des siècles. Le cercueil refermé, l'église nettoyée à la hâte, la foule dispersée. Et pourtant, l'odeur de Guillaume restait dans l'air, tenace, inoubliable, comme une métaphore de ce qu'il avait laissé derrière lui. Un royaume fort, mais fissuré, glorieux, mais tremblant. L'homme était mort, mais la légende, elle, commençait. Guillaume le Conquérant, duc illégitime, bâtard méprisé, était devenu roi. Mais à quel prix? Il avait écrasé les Anglais, bâti un système féodal de fer, introduit la langue française dans les cours, les lois, les noms de famille. En moins de 20 ans, il avait transformé toute l'architecture du pouvoir anglais, brisé les élites locales, importé sa propre aristocratie, réécrit le pays à son image. Et pourtant, la paix ne suivit pas. À peine la dépouille ensevelie, ses fils se déchirèrent. Robert, aigri d'avoir reçu seulement la Normandie, conspira contre ses frères. Guillaume le Roux, brutal et détesté, régna sur l'Angleterre comme un tyran. Henri, le cadet, attendait son heure, et finira par voler les 2 couronnes, une par une. Les fils du conquérant devinrent des ennemis entre eux, et les peuples qui l'avaient unis redevinrent étrangers. Plus grave encore, la fracture culturelle entre la Normandie et l'Angleterre, autrefois 2 parties d'un même homme, devint béance. La noblesse parlait français, le peuple anglais. Les lois venaient de Rouen, mais les révoltes grondaient à York. La conquête avait apporté l'ordre, mais un ordre qui sentait l'oppression. Et avec le temps, le rejet monta. Le souvenir de Guillaume se fit double. Pour certains, il était le fondateur de la grandeur anglaise, celui qui avait apporté l'organisation, la centralisation, la modernité. Pour d'autres, il n'était qu'un tyran étranger, un envahisseur sanguinaire, un roi qui ne parlait même pas la langue de ses sujets. Mais au fond, peut-être que Guillaume ne cherchait pas à être aimé. Peut-être n'avait-il qu'un seul but, ne pas être oublié. Et là,
il a réussi. Presque 1000 ans après sa mort, son nom hante toujours les livres d'histoire. Les écoliers anglais apprennent la date 1066 comme une cicatrice nationale. La tapisserie de Bayeux, brodée à sa gloire, est devenue une relique. Et dans chaque mot d'origine française du vocabulaire anglais, justice, prison, government, power, on entend encore l'écho de ses pas de conquérant. Mais la dernière leçon que nous laisse Guillaume est peut-être la plus cruelle. On peut conquérir un royaume, imposer sa langue, ses lois, ses châteaux, mais on ne conquiert jamais les cœurs. Il mourut seul, éclaté de l'intérieur, trahi par son propre corps comme il avait trahi tant de serments. Et son empire, né dans la gloire, sombra dans les divisions. Car un roi peut soumettre par l'épée, mais il ne règne que s'il est accepté. Et Guillaume ne fut jamais vraiment accepté. Il fut craint, détesté, imité, mais jamais pleinement leur roi, juste le conquérant. Et peut-être que cela lui suffit. Il traversa la mer pour prendre une île, mais jamais il ne sut comment y appartenir.